Il n'y a pas une chose que je vais dire ce soir qui n'a pas été vérifiée. C'est vrai qu'à l'analyse des faits, c'est troublant. Ce que je vais vous proposer, en l'occurrence, vous le savez, c'est déjà de commencer par une introduction sur la terminologie. Il s'agit effectivement de printemps arabe, il s'agit de révolution arabe. Certains utilisent Thawra, la révolution, d'autres utilisent effectivement la notion de printemps arabe. Et pour ce qui me concerne, je n'utilise que le mot soulèvement. Ni révolution et ni printemps, pour différentes raisons qui vont apparaître dans mon propos, parce que d'abord je ne suis pas sûr qu'on assiste encore à des révolutions achevées. Je peux même percevoir dans un certain nombre de faits qu'il se pourrait que ce soit des révolutions récupérées, donc pas de révolution du tout, c'est-à-dire des soulèvements récupérés. Et puis cette notion de printemps arabe, j'y mets encore un point d'interrogation. Et ce que je répète dans mon analyse, c'est que je suis prudemment optimiste. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de questions sur lesquelles j'aimerais qu'on s'arrête. Rappelez-vous, en 2003, lorsque la guerre contre l'Irak se déclenche, le président George Bush annonce explique et justifie ce qui se passe en Irak par l'idée qu'il va y avoir un grand mouvement de démocratisation des pays arabes, au Moyen-Orient, que l'avenir de ces pays, c'est la démocratie. Il faut faire attention à une chose dans toutes nos analyses, et c'est là où parfois nous sommes naïfs, que toutes ces positions politiques, elles ne disent rien si nous ne lisons pas en parallèle les intérêts économiques et géostratégiques régionaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire qu'une lecture politique. La lecture politique qui vous parle de démocratie, quand elle vous parle de démocratie après avoir soutenu 30 ans la dictature, c'est qu'elle vous cache quelque chose sur le plan économique, ou qu'elle ne vous dit pas tout. Donc il faut toujours avoir une vue d'ensemble et une triple lecture, politique, géostratégique et économique. Parce que tout est lié de ce point de vue-là, du point de vue de l'approche que nous devons avoir. Et vous avez remarqué que dans beaucoup de couvertures médiatiques et même de propos politiques, c'est comme si tout à coup la dimension économique était une dimension secondaire. Or, la dimension économique, à mon sens aujourd'hui, c'est la seule qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très important de le dire. Des peuples qui descendent pour la liberté, il faut faire attention aussi de se poser la question de qui tient les cordons de la bourse. Parce que des démocraties politiques sans autonomie économique, ce peut être aussi dangereux géostratégiquement que des dictatures que l'on tient par le sommet. Il faut se rendre compte que c'est très dangereux parce que derrière la façade démocratique, s'il y a un contrôle absolu économique et une géostratégie très spécifique sur le plan régional, eh bien là nous sommes naïfs, nous sommes pris par le sentiment démocratique et manipulés par l'impérialisme économique. Donc il faut avoir une vue d'ensemble et il faut avoir une approche d'ensemble et c'est ce que j'aimerais essayer de faire. Permettez-moi simplement de mettre en évidence quelques faits. En 2003, donc, le président George Bush dit ceci, et on va se rendre compte qu'à partir de 2004, est mise en place par l'administration américaine, financée par des institutions qui sont financées par le State Department américain, des séminaires de formation sur la mobilisation non violente. On le savait en 2000. On savait que Popovich, qui est celui qui va mobiliser les populations contre Milosevic, est quelqu'un qui, dès 2000, est en contact avec quelqu'un qui est un ancien colonel de l'armée américaine et qui fait cette formation. Alors tout ça, c'est noté, vous le verrez dans le livre, c'est tout est, je veux dire, c'est blindé. Oui, c'est pas, je ne suis pas en train de dire, il paraît que on a les noms et on a les relations. Et donc à partir de 2000, on a effectivement des formations à la mobilisation non violente. Ceux qui étaient mobilisés en Serbie vont, et Popovich en particulier, va pratiquement créer une institution, Canvas, qui va s'occuper de la formation pour la mobilisation non violente. À travers de quoi? Internet, les réseaux sociaux et donc l'ensemble de la gestion des moyens. Comment fait-on pour mobiliser des peuples, comme ce fut le cas contre Milosevic? En 2007, des jeunes activistes, cyberdissidents, se commencent à être formés, et dont certains d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Égypte, beaucoup d'Égypte. Tout le mouvement du 6 avril, toute la tête du 6 avril a participé à des formations.
Al Jazeera, en anglais, rapporte dans une émission qui est passée au mois de février, sur une émission de 30 minutes, elle fait une couverture médiatique sur ces jeunes qui disent être effectivement allés dans le Caucase, être allés en Serbie, d'avoir rencontré Popovic et d'avoir suivi une formation. Ils disent également être allés dans le Caucase, mais il y a un pays que Al Jazeera, du Qatar, ne cite pas dans la formation, étonnamment, et pourtant les faits sont là, c'est l'Arabie Saoudite, c'est vous voyez, lapsus significatif, c'est les États-Unis. Ils vont à Washington et ils sont formés à la mobilisation non violente. Et la mobilisation non violente, elle a des règles. La non-violence, c'est la discipline, et c'est la gestion des symboles. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous allez vous rendre compte que dans toutes les mobilisations qui vont suivre, il y a un certain nombre de règles qui vont être tenues. Première règle qui est tenue, c'est la force des slogans positifs. Aucun slogan n'atteint l'Occident ou ne sort la seule direction contre le régime et la dictature. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, comme c'est vrai partout, comme ce fut le cas auparavant. Deuxième des choses, la gestion des symboles. Vous allez remarquer, vous allez sur Internet et vous allez voir les différents symboles qui commencent en 2000 et qui vont être présents partout. Vous avez systématiquement le symbole du point. Il a différentes formes, mais il a le même symbole. Et ça, c'est des décisions qui sont prises dans la formation non violente, c'est-à-dire comment mobiliser les populations par des slogans positifs et des symboles rassembleurs au-delà des idéologies. Étonnant quand même. Et donc, de ce point de vue-là, vous allez avoir des gens qui vont admettre ceci. En 2008, un certain nombre de ces activistes du mouvement du 6 avril reviennent des États-Unis et se font arrêter. Ça veut dire qu'en 2008, le gouvernement égyptien est au courant de la formation de ces jeunes et les arrête avant qu'ils interviennent. En particulier, des jeunes femmes, dont une va réapparaître après, Asma, dans une vidéo qui... elle n'est pas arrêtée, c'est une autre qui est arrêtée en retour des États-Unis. Et donc, on a ici, depuis 2004, 2007, 2008, et ça s'accélère, des programmes de formation qui sont l'Institut Einstein, l'Institut, the Freedom Institute, tous ces instituts qui sont basés aux États-Unis sont des instituts qui financent. En 2008, en Europe de l'Est, il y a une rencontre qui va être une rencontre de la création d'un réseau de ces cyberdissidents pour le Moyen-Orient. Il est très clairement lié au Moyen-Orient, c'est-à-dire il est ciblé, il est au Moyen-Orient. Il est organisé par, tenez-vous bien, des grandes compagnies privées et en particulier Google. N'oubliez pas Google parce qu'on va en parler tout de suite. Il organise ces réseaux-là et donc les États-Unis, qui financent les instituts, qui financent ces formations, sont tout à fait au courant. En 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Égypte envoie une note dans laquelle il annonce que des mouvements sociaux ont envie d'intervenir avant les élections du mois de septembre de cette année. C'est-à-dire qu'au mois de septembre de cette année, il y avait des élections qui étaient prévues et vous savez que Moubarak avait d'abord annoncé « je ne me présenterai pas aux élections » et la note, elle est écrite et elle est certifiée, elle est même confirmée, la note de l'ambassadeur qui est une femme aux États-Unis qui envoie au département américain le fait que voilà ce qui est en train de se préparer. Et moi je vous dis ceci pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout dans la thèse conspirationniste, mais je lis les faits. Et les faits y parlent. C'est-à-dire que cette idée que tout à coup, sui generis, de rien, est apparu à la fin de 2010, un mouvement qui a emporté tout le monde, c'est un mensonge. Ça ne tient pas sur les faits et que les faits montrent qu'il y a eu des gens qui ont été formés et qui ont été formés dans différents pays et qu'on savait ce qui se passait. On savait ce qui se passait. De ce point de vue-là, il faut aller loin dans cette étude-là pour savoir quelle était la part du prévisible et quelle est la part de l'imprévisible. Parce qu'il y a de l'imprévisible dans ce qui se passe. Aucun pays n'avait suspecté la capacité des Syriens sans armes de se mobiliser comme ils l'ont fait. Parce que là, ça ne s'était pas prévu de cette façon-là. Et là, il faut aussi faire une analyse assez intéressante. La première chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez remarqué que
Donc ces formations sont soit financées par des organes qui sont liés au département d'État, qui sont aussi liés bien entendu à des instituts européens. C'est vrai que des instituts européens font de la formation en Europe de l'Est et en Europe, comme aux États-Unis, donc tout ceci est connu. Qu'à un moment donné, Ronen, qui est celui qui va être la figure montante du mouvement en Égypte, vous savez qu'il est aussi directeur de Google dans la région du Moyen-Orient. Ce jeune qui va apparaître à la télévision, pleurer à la télévision, mobiliser le peuple et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation. Lorsque le gouvernement égyptien décide de couper Internet, vous vous souvenez de ceci, ils ont tout coupé, c'était plus possible. Google va donner les codes pour pouvoir passer, pour pouvoir, comment dit-on, contourner ces coupures-là et pouvoir avoir les codes satellites directement. C'est Google qui les transmet aux cyberdissidents et qui font qu'ils peuvent continuer à communiquer. Dans une émission qui aura lieu sur France Inter, un jeune cyberdissident pose une question tout à fait intéressante. Il dit, c'est tout à fait étonnant parce que vous avez eu, il y avait une des cyberdissidentes qui était sur le plateau, il dit, Google vous a donné les chiffres, mais quand nous, en Syrie, à côté de la frontière turque, on a demandé les codes pour pouvoir transmettre l'information, Google a refusé. Aux uns, elle l'a donné, aux autres, elle l'a refusé. Et donc, en l'occurrence, ici, vous savez vous-même, et vous l'aurez remarqué, que la position américaine sur la révolte égyptienne n'est pas la même que sur la révolte syrienne. En Syrie, on n'a jamais, dans un premier temps, demandé à ce que le régime tombe. Pendant des mois et des semaines, la seule position de l'administration américaine, c'était changer, réformer le pays de l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas faire tomber Bachar el-Assad, parce qu'il y a beaucoup trop d'impondérables, de non-possibilités de contrôle dans ce régime-là et surtout dans ce pays-là. Tout à fait étonnant de se rendre compte qu'il y a eu des attitudes totalement différenciées. Souvenez-vous aussi que Vodafone lance par le réseau des téléphones un message à tout le monde, rentrez à la maison et n'allez pas manifester. À un moment donné où on ne savait pas si l'Égypte allait passer dans un côté ou de l'autre. Et donc tout cela, il faut l'étudier parce que ces grandes compagnies-là qui interviennent sur le champ des révoltes, elles interviennent au nom de qui? Elles forment des gens au nom de quoi? Comment se fait-il que Google s'intéresse à la formation non violente et à la maîtrise des outils? Parce que si quelqu'un d'entre vous est assez naïf aujourd'hui pour penser que vous rentrez sur les réseaux sociaux sans être contrôlé par qui contrôle le réseau de votre liberté, ben vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Non, s'il vous plaît, c'est pas un meeting politique, c'est juste un meeting, juste un moment de réflexion. Il faut y réfléchir, c'est complexe. Parce qu'en même temps, on a envie de comprendre, puis on n'a pas envie de tomber dans l'espèce de paranoïa, tout est contrôlé. Moi, je ne suis pas du tout dans ça, mais j'essaye de regarder les faits, et je me dis, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous a jamais dit, et qu'il faut étudier. Tout ce que je vous dis là est référencé et n'a jamais été contesté par l'administration qui le savait, et même l'ambassadeur des États-Unis a confirmé le fait de ces notes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des notes qui sont parties en se disant que quelque chose se prépare en Égypte. Ce n'est pas venu de rien, ce n'était pas en octobre 2010, on est en train de parler de 2008, où il y a tout à coup quelque chose qui est lié à ces réalités-là. Une chose, et ce n'est pas terminé. Maintenant, on va en venir à une séquence encore plus courte, la Tunisie. Tout à fait étonnant ce qui se passe en Tunisie, et vous savez que le départ entre la mort de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé et qui s'est tué jusqu'au départ de Ben Ali, il y a 14 jours. Et l'un des premiers à avoir salué le peuple dans son soulèvement, à un moment tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore ce qui se passait, mais à 16 h de l'après-midi, le président Barack Obama salue le peuple et salue l'ère nouvelle. Et John Kerry, qui est le responsable au Sénat des Affaires étrangères, fait la même chose en disant c'est le début d'une grande ère dans le monde arabe. Eh bien maintenant, on connaît un peu les faits qui se sont passés et qui sont confirmés par un certain nombre de personnes au plus haut niveau du gouvernement tunisien, mais en même temps qui sont sortis dans la presse et qui sont sortis jusqu'au niveau au gouvernement français. Parce que la France a été dépassée par les faits, mais pas les États-Unis. En fait, Ben Ali est tombé dans un piège. Ben Ali, on sait aujourd'hui qu'il a quitté le pays en pensant qu'il allait revenir.
que l'idée que sa femme a pris un tiers des richesses avant de partir pour fuir le pays, c'est une rumeur qui n'a jamais été confirmée et qui est fausse. Elle n'a jamais pris un tiers. Mais ceci, c'était pour nous faire croire qu'il savait qu'il partait, qu'il quittait le pays. En fait, on les met dans un avion et on lui dit « va sauver, va protéger ta famille et dès que les choses se sont rétablies, tu viens ». Qui a pris cette décision? 3 personnes. Le haut commandement militaire tunisien, le ministre des Affaires étrangères tunisien et un homme qui est devenu le responsable de la CIA qui s'appelle Petraeus, qui était en Afghanistan. Il prend la décision de sortir Ben Ali, il faut qu'il sorte très très vite. Alors dans un premier temps, on pourrait penser que c'était pour que ça ne prenne pas tache d'huile, mais c'est pour une formidable capacité de mobilisation de ce qui se passe, de contrôle de ce qui se passe. Parce qu'il y a une attitude qui va se confirmer en Égypte et qui est également venue du Conseil américain, c'est l'armée tunisienne ne tire pas sur le peuple. Il faut qu'elle reste neutre, c'est une position de win-win. Suivant comment ça va, vous allez gagner dans les 2 cas, mais surtout vous ne tirez pas. Et donc en l'occurrence, quand Ben Ali part, il pense qu'il va revenir et c'est une intervention de Hillary Clinton au niveau français qui fait en fait qu'il n'atterrit pas en France, confirmé par les Français. Cette histoire dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, elle sort en France, elle est dite sur Antenne 2, Petraeus et le commandement militaire prennent la décision de sortir avec la décision américaine. Et pour les Français, c'est une honte de se trouver être les premiers soutiens de Tunisie et les derniers à être au courant, voire de se voir imposer que Ben Ali n'atterrisse pas en France. Parce que si Ben Ali atterrit en France, c'est une carte qui est entre les mains de la France. Or, il atterrit en Arabie Saoudite. Et si vous ne le savez pas, si vous voulez atterrir comme dictateur en Arabie Saoudite, atterrir à Riyad, c'est avoir la carte blanche de Washington. C'est une réalité, ils le prennent et ils le placent là-bas pour qu'ils ne puissent pas intervenir. Quand vous réfléchissez à tous ces faits-là, la séquence historique qui précède, les faits qui accompagnent ceci par exemple, et puis les Américains dans leur relation avec l'armée égyptienne. L'armée égyptienne a vécu une fracture et à un moment donné, on ne sait pas dans quel sens les choses vont se passer. Il y a un soutien très clair à Moubarak, de gens qui sont très près de lui et qui pensent que s'il lui tombe, tout le monde tombe. Et il y en a d'autres qui sont en lien avec les Américains. Et il ne peut pas y avoir de politique de l'armée égyptienne sans un lien avec les Américains, on le sait pour la formation. Quelques jours avant le déplacement et le changement de politique, un certain nombre de hauts responsables de l'armée égyptienne sont à Washington. Et donc, les positions américaines par rapport à ça vont évoluer et on a l'impression d'une totale déroute américaine. À 2 heures de l'après-midi, Barack Obama dit « l'histoire se déploie » en pensant que Moubarak va annoncer sa fin parce que le côté américain, les pro-américains veulent le faire sortir et lui il annonce 2 heures plus tard « je reste ». Et c'est dans la nuit que des émissaires qui veulent son départ viennent et lui disent et le menacent « si tu ne t'en vas pas, nous enlevons nos uniformes et nous descendons sur Midan et Tahrir ». Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est noté encore. D'accord? Et quand on pose la question aux Américains, département, est-ce que c'est un coup militaire? Réponse n'est pas un coup militaire, c'est une pression militaire sur le fait du départ de Moubarak qui voyait ses liens et ses soutiens s'en aller. Pour vous dire qu'à partir d'un certain moment, cette idée que tout se passe comme ceci par la volonté des peuples et puis que les militaires n'interviennent pas comme ça parce qu'ils sont généreux alors qu'ils ont soutenu un régime pendant des années, il faut cesser d'être naïf et il faut avoir la vue un tout petit peu plus large. Des décisions se prennent et des alliances se font. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout est sous contrôle, mais la volonté de contrôle des Américains puis des Européens est manifeste. Il faut absolument tenir ces pays, et en particulier l'Égypte, qui est centrale. Moi-même, quand on me posait la question après la Tunisie, je ne pensais pas que ça pourrait se passer en Égypte. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a une évolution, et que cette évolution, elle reste effectivement un mouvement populaire, mais qu'il y a dans la formation de ces jeunes aussi des relations avec des financeurs, avec des pouvoirs qu'il faut analyser.
Le mouvement du 6 avril en Égypte, par exemple, pour poursuivre sur la comparaison Égypte et Tunisie, il faut faire attention, comme l'a dit Omar, c'est vrai, toute situation est spécifique, il faut l'étudier de façon particulière, et en même temps il y a des parallèles. Eh bien, le mouvement du 6 avril, il faut savoir une chose, ce sont des personnes qui avaient rencontré, en l'occurrence, Baradei, comme on l'appelle en français, dès 2008 aux États-Unis, et qui vont être son soutien. Vous vous souvenez quand il est revenu pour participer aux élections et qu'il a été accueilli, tous ceux qui l'accueillent font partie du mouvement du 6 avril. Et à un moment donné, on a pensé que Baradei allait être le mouvement anti-Moubarak, pro-démocratie, et puis tout à coup on s'aperçoit que le peuple ne suivait pas, il n'avait pas la légitimité populaire. Pendant quelques semaines, il n'a pas la légitimité populaire. Et pourtant, effectivement, peu à peu, eh bien, les choses vont changer. Et aujourd'hui, on nous annonce à nouveau qu'il est celui qui a pensé la révolte, qu'il est celui qui se présente, et on s'aperçoit qu'il y a un soutien, et que le mouvement de 6 avril est tout à fait derrière lui, comme alternative démocratique. Il se trouve, en l'occurrence, qu'on entend en même temps qu'il a eu des positions assez fermes par rapport aux Américains, et que l'un des conseillers au State Department, que je cite dans le livre à 2 reprises, 2 personnes différentes, qui disent « il se pourrait que le fait que Baradei apparaisse contre nous dans ses positions publiques, ou qu'il ait été, cette perception qu'il était contre nous à l'époque de George Bush, soit le meilleur élément d'alliance avec les États-Unis ». En d'autres termes, jouer sur sa potentielle opposition, mais en même temps savoir qu'il est peut-être la voie par laquelle il y aura un contrôle relatif sur l'évolution des affaires du pays, et en particulier aussi avec le rôle de l'armée. Voilà, ça ce sont des faits. Et à partir de ces faits, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on se dit conspiration générale, tout est contrôlé, ou l'on se dit simplement attention à ne pas être naïf, il y a des enjeux qui nous dépassent, il y a des préparations qui nous dépassent, et qu'on se pose ensuite la question. Parce que quand je dis ceci, on me pose souvent la question, on dit, mais on ne comprend pas tellement la stratégie américaine, parce que la stratégie américaine a toujours été de soutenir ses dictateurs. Comment se peut-il qu'on puisse à la fois soutenir Moubarak pendant tellement d'années, 30 ans, 81, enfin 30 ans Moubarak, puis avant Sadat, puis ensuite en collaboration avec Nasser, au-delà de toutes les péripéties qui ont été faites justement sur le mouvement des non-alignés, il y a eu des relations, mais disons plus clairement, Sadat et Moubarak, ce sont des gens, des régimes qui ont été protégés. Les 23 années de Ben Ali, et puis les relations qui ont fait que depuis 18 mois, on a fait réintégrer le colonel Kadhafi dans la communauté internationale pour des raisons qui sont extrêmement claires, une richesse extrêmement importante, les richesses pétrolières sont importantes et une capacité d'indépendance économique du pays qu'aucun autre pays en Afrique du Nord ne pouvait atteindre. Donc tout à coup on a là, par rapport à ces pays, une attitude complètement contradictoire. Comment se fait-il qu'ils ont été si longtemps soutenus et que là maintenant on serait d'accord avec les processus de démocratisation? Et c'est là que c'est important. Si on s'en tient à la lecture politique, il y a contradiction dans les termes. Si on ouvre l'horizon et qu'on prend en compte les nouvelles données économiques régionales, eh bien les choses changent. Dans l'espace des 10 dernières années, la Chine a multiplié par 7 ses relations économiques avec la région. Que l'Inde est en train d'intervenir et qu'elle est en train d'intervenir sur le plan technologique et sur les nouvelles relations également de commerce sur les questions pétrolières et sur les questions du gaz. Que Kadhafi, par exemple, pendant les dernières années, les 3 dernières années, a menacé à plusieurs reprises, et c'est pour ça d'ailleurs, on nous dit en France, ah, il a été reçu en France avec sa tante, parce qu'on a libéré les... Enfin, là encore, on nous prend des fois vraiment pour des idiots. Et ça marche. Malheureusement, avec certains, ça marche. Mais en même temps, la vraie raison, c'est le déplacement du centre de gravité. Vous savez, Kadhafi était un dictateur. Et c'était un fou.
Moi, je suis opposé à lui. Je ne peux pas rentrer dans ce pays depuis les années où j'ai commencé à critiquer son régime, bien avant, en disant, et quand la Suisse m'a posé des questions sur Hannibal, son fils, qui est un autre fou, fils de fou, mais... Non, mais il y a quelque chose de grave, c'est-à-dire l'homme est... Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce sont des dictateurs. Et c'est pour ça que moi, je suis très très surpris. À des moments donnés, là, sur mon site, j'ai des gens, quand je critique, là, ils sont vraiment dans la politique simple. L'ennemi de mon ennemi doit être mon ami, ou l'ami de mon ami doit être mon... Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'était un dictateur. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est que c'est un homme politiquement fou, mais fin stratège. Il a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire, dans sa politique africaine, il y a des intuitions qui sont... On se dit, mais ça, c'est vraiment pas bête. C'est vraiment pas bête. Il gênait énormément, et on le sait, il gênait énormément avec sa politique africaine beaucoup de pays européens à qui il permettait l'autonomie relative. En Afrique de l'Ouest, et puis des positions qui sont extrêmement claires sur la Palestine. C'est pas vrai qu'il était en soutien relatif. Non, il a été de ceux qui ont été un soutien idéologique à la résistance palestinienne qui gênait énormément Israël. Sur 3 plans, il est gênant pour Israël, Kadhafi. Sur la question palestinienne, sur la question du Soudan, n'oubliez pas, je vous renvoie à ceci relativement, il faut être critique par rapport à ce livre, mais le livre de Pierre Péan sur la nouvelle politique israélienne en Afrique est tout à fait intéressant. On peut être critique sur un certain nombre de choses, mais c'est tout à fait intéressant parce que vraiment là, vous vous rendez compte que si vous pensiez que l'Afrique était un champ uniquement entre l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Afrique, vous vous trompez, il y a des enjeux majeurs. Et en plus, maintenant, avec tout ce qu'on a trouvé comme gisement pétrolier, Niger, Mali, tout ça, c'est tout à fait important de se rendre compte. Et lui, Kadhafi était gênant, parce qu'il n'est pas contrôlable là-dessus. Il gère ses relations, et puis en même temps, il est en train de se déplacer sur l'Amérique du Sud. Des relations avec Chavez, on se dit, attention, c'est dangereux. L'homme est dangereux pour plein de raisons. Et donc ici, on a des dictateurs qui sont sous la coupe, et en même temps qui tout à coup aujourd'hui pose un problème. Pourquoi? Parce que l'ancienne stratégie américaine de tenir des dictateurs et de penser qu'on aura le monopole économique et géostratégique ne tient plus. D'autres acteurs sont en train de déplacer le champ de gravité vers l'Est. Soit on intervient et on maintient peut-être un semblant de démocratie mais d'autres relations économiques, soit on perd toute la mise. Parce que la Chine, quand elle vient, elle ne vous pose pas la question de savoir quelle est votre relation avec les droits de l'homme. Et ça aussi, il faut qu'on fasse attention du point de vue du côté arabe, parce que beaucoup sont en train de célébrer la Chine. La Chine, ce n'est pas la meilleure alternative, ni d'un point de vue politique, parce que ce n'est pas une démocratie, ni d'un point de vue économique, parce que c'est devenu un capitalisme effréné. C'est-à-dire qu'exploiter les travailleurs, on peut. Ce qui vous voyez, la présence chinoise en Afrique, mais ça fait peur tellement c'est puissant, mais surtout ça fait peur tellement parfois c'est le traitement indigne des travailleurs. Indigne, c'est-à-dire on envoie des prisonniers qui sont condamnés à mort à faire du travail qui est un travail extrêmement indigne et dans des conditions indignes. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas célébrer le déplacement vers l'Est comme c'est le début de la liberté pour tous. Il faut être critique même par rapport à ces alternatives asiatiques. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, je veux dire, remplacer un capitalisme qui exploite par un capitalisme qui exploite plus mais qui a une autre idéologie, c'est pas se libérer, c'est s'enfermer encore pour quelques décennies. Il faut quand même se rendre compte là qu'il faut rester critique par rapport à ces sociétés, par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui peut justifier et nous faire comprendre la logique contradictoire d'un point de vue politique? Eh bien, la logique, la contradiction politique se résout par une nouvelle perception de l'enjeu économique global. Géostratégiquement, l'attitude américaine et européenne avec les dictatures arabes ne tenait plus, ça n'était plus viable, il fallait changer, il fallait trouver d'autres voies de... Donc on a là des explications. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'il y a des faits qui nous montrent que rien n'est né de rien, qu'il y a un certain nombre de faits, mais que malgré ceci, ayant étudié ces faits-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'opportunité. Et l'un des meilleurs exemples, c'est effectivement ce qui se passe en Syrie. Parce que la Syrie, je veux dire, quand vous voyez les faits, c'est assez impressionnant. La Syrie a été
l'ennemi numéro 1 d'Israël dans la région, tout le temps en prenant des positions apparemment soutien à l'Iran, soutien au Hezbollah. Et après, quand on regarde les faits, jamais la Syrie n'est intervenue militairement ou politiquement en prenant une décision contre Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent contre et ne font rien contre. Et on s'aperçoit, en termes de politique stricte, que c'est l'ennemi utile. C'est-à-dire que la présence de la Syrie, de l'Iran et du Hezbollah qui a résisté a été pour Israël un des meilleurs moyens de justifier sa politique régionale en disant nous sommes sous la pression de ces ennemis-là. Et en plus, il faudra bien tenir en compte une chose, c'est pour le monde musulman la réalité des relations chiites-sunnites, un des grands éléments de l'avenir. Parce que là aussi, les musulmans tombent dans le piège. Quand on entend, moi j'ai beaucoup de respect pour un certain nombre de nos savants, mais j'ai beaucoup d'inquiétude quand j'entends jusqu'au cheikh Youssouf al-Qaradawi mettre en évidence qu'il faut lutter contre l'expansion du chiisme, il faut faire très attention, et qui va jusqu'à dire que la révolte au Bahreïn est sectaire, c'est-à-dire ce sont des chiites qui s'opposent. Et là c'est très très grave, parce que c'est pas vrai. Factuellement, chiites et sunnites sont contre un régime, mais il ne fallait pas que le Bahreïn tombe. Parce que le Bahreïn, c'était les pétromonarchies. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, immédiatement interviennent et bouclent, ne permettent pas à ce que ça se passe. Comme s'il y a des révolutions qu'on salue et il y a des révolutions que l'on empêche, géostratégiquement, économiquement. Donc tout ça, ce sont des faits, il faut les analyser. Analyser ces faits avec une vision historique, voir tout ce qui a été mis en évidence avant et voir ce qui se passe maintenant. Et en se disant, oui, il y a des tentatives de contrôle. Est-ce qu'il y a des opportunités populaires? Oui, la Syrie aujourd'hui n'est pas un pays dont on aimerait voir tomber le régime dictatorial. On dit des aménagements de l'intérieur, sinon on ne prendrait pas autant de temps. Et puis on s'aperçoit des traitements différenciés avec l'OTAN qui intervient en Libye et qui intervient de cette façon-là. Je veux dire, Libération, le journal Libération, le 1er septembre, annonce qu'il y a un accord secret entre le Conseil national de transition, aménagé de façon tout à fait étonnante et avec l'amour de la liberté qui est connu chez Bernard-Henri Lévy, qui est parti là-bas et qui a fait ce qu'il fallait parce qu'il aime il aime bien le sang libyen, il pense que le sang libyen est honorable alors que le sang palestinien ne l'est pas. Cette hypocrisie absolument terrible que l'on est en train de voir, et on s'aperçoit 35% des récoltes du pétrole et de l'exportation du pétrole sont destinées à la France. Et là aussi, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a une décision américaine de laisser la France aller au premier rang de l'intervention. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne pouvaient pas prendre cette décision. Les États-Unis ne peuvent pas prendre la décision avec ce qui se passe sur le plan intérieur, les débâcles afghans. En fait, la France joue en Libye exactement le même jeu que les États-Unis ont joué en Irak. C'est la même politique de gestion locale des ressources pétrolières et de mainmise. Donc, encore une fois, pas de naïveté. Maintenant, encore une fois, il faut toujours se dire que dans tout ce qui est en train de se passer, il y a des opportunités très importantes du point de vue de la mobilisation populaire et surtout des leaders, de l'élite, d'un certain nombre de ces voix qui doivent se faire entendre dans le monde arabe et qu'il faut que nous accompagnions pour essayer de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans ces polarisations, qu'on ne tombe pas dans ces faux débats. Moi, je veux dire, 80% des discussions, on me demande, quand on vient me demander de parler du printemps arabe, c'est et les islamistes, et la polarisation. On est en train de nous décider du cadre du débat, c'est-à-dire, voilà les termes, c'est ça, c'est là, vous devez nous dire, est-ce qu'on va être démocrate comme nous, ou islamiste comme les autres? Et vous êtes entre les deux, et cette polarisation, elle ne permet pas la créativité. Moi, j'ai juste écrit un chapitre complet, c'est quand l'autre n'est plus vraiment l'autre et qu'on le dessine à notre image pour l'empêcher de devenir ce qu'il est lui. Il faut faire attention. Il y a deux politiques, c'est de diaboliser l'autre dans ce qu'il est, puis reste le diable, ou de le faire tellement comme nous que finalement il n'a plus d'autre possibilité que d'être comme nous. Nous, la fin de l'histoire, nous, la démocratie, nous qui avons les valeurs universelles. Et là, ça enlève toute créativité au peuple. Vous voyez combien, de ce point de vue-là, il faut avoir un tout petit peu de subtilité politique, avoir la mémoire longue et se dire que tout ceci est aujourd'hui
difficile. Nous sommes dans une période critique de ces soulèvements. Il faut continuer cette analyse, il faut soutenir toutes ces voies-là.